Hello les méli-mélos, heureuse de vous retrouver pour cette semaine dans votre émission préférée. Donc aujourd'hui, nous allons parler mariage, donc la préparation au mariage, on en parle. Et donc pour ce faire, je suis là avec vous de retour et puis accompagnée de ma très chérie tendre Amma. Hello Natilo, comment vas-tu? Ça va et toi? Ben, ça va très bien, je me refais du carnaval évidemment. Oui, voilà, c'est ça, puisque bon, il faut du temps pour se remettre de ces 4 jours-là. Et puis, un thème sympa aujourd'hui. Très sympa. Voilà, alors moi je trouve que c'est bien d'en parler, surtout que la semaine dernière on parlait de la dette sexuelle, donc on parlait du couple, de l'amour et des conditions qui permettent à un couple d'être épanoui, même si là, on est d'accord que la dette sexuelle ne concerne pas uniquement que le couple. Oui, bien sûr. Voilà. Mais là, on va continuer et on va parler aujourd'hui de mariage. Et donc d'amour. Et donc d'amour. D'amour pour celui ou celle qu'on va épouser, mais aussi d'amour pour soi-même. Soi-même, exactement. Très important. Prioritaire, je dirais. Exactement. Voilà. Alors, on commence tout de suite en se posant la question, mais qu'est-ce que le mariage? Eh bien, selon moi, le mariage, c'est la concrétisation d'un projet à deux. C'est l'union de deux personnes qui ont réfléchi à cette nouvelle vie. Ouais. Donc, c'est l'union de deux âmes. C'est aussi la réalisation d'un accomplissement selon les personnes. C'est ça, oui. Et puis, parfois, ça peut être aussi un pas évident selon le stade de la relation. C'est ça. Tu dis, dans ta définition, il y a beaucoup de mots importants, effectivement. Bon, on reviendra dessus au cours de l'émission, on insistera dessus, mais j'apprécie beaucoup ta définition parce qu'on voit bien que ça va dépendre de qui on est, ça va dépendre de notre éducation, du stade de la relation, etc. Et c'est vrai que je pense que ta définition parle à beaucoup de nos téléspectateurs puisqu'on parle aussi d'amour. Bien sûr. Voilà. On a aussi une définition du mariage qui est un peu plus juridique, un peu plus légale. Donc, je vous donne lecture de ce qu'on a trouvé. Selon le site justice.fr, le mariage correspond à une union volontaire entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe avec l'obligation de respecter certaines conditions et obligations. Qui sont? Donc, on a le fait d'être majeur ou à titre exceptionnel mineur sous réserve d'une autorisation du procureur de la République et du consentement des parents. Donc, ça veut dire qu'on peut se marier avant ses 18 ans, maintenant en ayant l'autorisation des parents et du procureur de la République. Ne pas être déjà marié, puisqu'on le sait. Hein. La polygamie est interdite en France. Exactement. Et puis, ne pas avoir de lien de parenté avec son futur conjoint. Donc, les faits ont montré qu'il existe malgré tout Exactement. des cousins germains qui se sont mariés et qui pourtant portent le même nom, d'accord, et qui se présentent à la mairie et par je ne sais quelle opération. Oui, il y a certainement des autorisations aussi qui font que. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, du point de vue en tout cas de justice.fr, lorsqu'on a un lien de parenté, il n'est pas possible de se marier au regard de la loi. D'accord. Et puis, bien sûr, point très, 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 très important, point fondamental, il faut que chaque époux soit consentant. Il faut consentir de manière libre et éclairée au mariage. C'est une notion fondamentale. Voilà, c'est ça. Donc là, on a une définition plutôt qui nous impose finalement des conditions. Jusque-là, on n'a pas parlé d'amour. Hein. Non. On a parlé de consentement. Mais on n'a pas... Enfin, quand je dis jusque-là, dans cette définition légale, on n'a pas parlé d'amour. Oui. Donc, ça veut dire que celui qui décide de se marier accepte l'idée de se marier et par amour, mais aussi de respecter à des conditions légales qui vont garantir la faisabilité et la bonne tenue de son mariage. Et donc, du coup, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que ce sont les seules conditions qu'il nous faut respecter? C'est ça, Natilo. Parce qu'effectivement, là, on a des raisons très pragmatiques, de ne pas être cousin, être majeur, etc. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au processus qui nous amène au mariage. Est-ce qu'il y a une préparation à avoir? Alors, on connaît très bien la préparation au mariage. Et tout de suite,
ça fait tilt dans le cerveau. Ah, mais oui, il y a des associations qui font des préparations au mariage. Mais ce sont souvent des préparations religieuses. Exactement. Donc, effectivement, les préparations sont teintées de paroles bibliques, de commandements bibliques. Je te vois prudente, mais on peut le dire, hein, de croyance. De aussi, croyance, voilà. oui, je suis prudente parce que, effectivement, le mariage, c'est un acte de foi personnel. Donc, chaque personne peut préparer son mariage comme bon lui semble. Exactement. Maintenant, en tant que thérapeute de couple, Ouais. il y a quand même une mise en garde sur la préparation qu'on choisit. On peut aussi faire les deux. Ouais. On peut aussi, selon ses croyances, faire une préparation religieuse, mais également une préparation sur d'autres aspects que nous allons aborder au cours de l'émission, qui passent souvent à la trappe. Exactement. Justement parce qu'on est amoureux, justement parce que je suis sûre de mon choix, justement parce que on se dit, on vit d'eau fraîche et d'amour. Exactement, exactement. Et qui passe à la trappe aussi parce que il y a un manque d'éducation, je dirais pas de communication, d'information, parce que on parle de plus en plus de thérapie, de développement personnel, d'épanouissement de soi, mais un manque d'éducation à ce niveau où on n'a pas forcément ce questionnement-là. T'es-tu préparé toi personnellement par rapport à cet acte de mariage? On va souvent envoyer la personne vers... Alors moi je dis le prêtre parce que le catholicisme est très présent en Martinique, mais vers le prêtre, le pasteur ou le représentant le plus haut de sa religion. On aura tendance à se tourner vers cette personne alors qu'il y a des réflexions à mener sur soi, indépendamment des croyances religieuses et des intérêts culturels. C'est ça. Et puis, Voilà. je veux aussi rajouter que certaines questions passent à la trappe également parce que c'est pas agréable aussi d'aborder ces sujets-là, alors que le mariage, c'est d'abord un événement heureux. La plupart du temps, en tout cas. C'est ça. Et ces questions-là, ça dérange. Exact. Ça dérange la famille, ça dérange le conjoint qui a ses propres perspectives, ça dérange des fois le partenaire qui est à l'origine de la demande de la préparation. De penser à ça, en fait. Pourquoi moi je pense à ça? Est-ce que d'autres personnes pensent à ça? Exact. Est-ce que c'est moi qui suis pessimiste? Exact. Donc, et puis c'est culturel de ne pas parler de ces questions-là aussi. Exactement. Ça, ta remarque me fait penser à une phrase que j'ai réalisée, en tout cas un concept que j'ai réalisé au cours de mon expérience professionnelle, au contact des personnes que j'accompagne. La thérapie n'est pas faite pour faire du bien. Alors, je m'entends, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont confondre le temps de décharge émotionnelle avec un temps thérapeutique. La thérapie est faite pour soigner. Donc, ça veut dire que c'est un temps où vous allez venir, vous poser des questions, rentrer dans une introspection et nettoyer les plaies. Et on le sait, hein, nettoyer une plaie, ça fait mal. Lorsqu'on retire les peaux mortes, lorsqu'on retire les résidus. Lorsqu'on verse l'alcool à 90. Exactement. Sur Lorsque la plaie. l'on recoue la plaie, ça fait mal. Et les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à s'attendre à ce que le temps thérapeutique, le travail thérapeutique soit un moment de confort, de réconfort et de libération des émotions. C'est le cas, mais ce n'est pas le cas sur toute la longueur de l'accompagnement thérapeutique. Il arrive un stade où on va rentrer dans le travail d'introspection, la prise de décision par rapport à ses désirs, par rapport à ce dont on a besoin. Et tout ça, c'est un travail qui remet en cause nos habitudes, qui nous oblige à prendre des décisions sérieuses, voilà, à éradiquer certaines choses de nos vies. Et tout ça, ça fait mal. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on prend conscience de ce travail-là, on se dit... c'est désagréable. Voilà, et puis pas forcément en accord avec la dynamique du mariage, qui est censée être une dynamique heureuse, où on plane, tout on est est un beau, peu, voilà, c'est ça. Exactement, on s'apprête à vivre le plus beau jour de notre vie, donc on est un peu plus dans une attente positive que dans cette attente, dans cette éventualité de ressenti négatif. Oui, et puis c'est important de se recentrer sur certains points, parce que on a observé, certaines études le montrent, que des couples sont faits depuis 9 ans, 10 ans, 12 ans. Et dès que le mariage arrive, ce couple-là qui tenait très bien pendant cette période avec ses hauts et ses bas,
casse après 1 à 3 ans de mariage. Exact, ouais. Parce que le mariage amène des questions qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est simplement en concubinage. C'est ça. Et donc, ces questions-là méritent d'être abordées avant de sauter le cap pas du mariage. Ouais. Très bien, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de vous proposer ce qu'on a retenu comme questionnement pour vous, on va aussi parler des différents types de mariage possible, en tout cas en France et donc en Martinique aussi. On vous invite à retenir l'idée que le seul mariage validé par le système français, c'est le mariage civil. Vous avez le droit effectivement de procéder à un mariage laïque, un mariage religieux ou un mariage culturel. Donc ce que j'appelle mariage culturel, c'est le mariage qui va s'organiser en fonction finalement de nos croyances, mais aussi de notre culture, où on aura des rites et des Rituel. voilà, et des rituels liés à notre culture. Mais tous ces mariages-là ne sont pas valables légalement. Le seul qui compte, c'est le mariage à la mairie. Voilà. Donc, et puis bien sûr, bon, en disant ça, j'ai bien énoncé qu'il y a les mariages culturels, les mariages laïques, les mariages religieux et le mariage civil. Voilà. Et donc, on ne va pas rentrer dans la partie des contrats, voilà, pas forcément de glissement de compétences, mais vous le savez, il y a plusieurs contrats de mariage qui sont possibles. On n'est pas obligé de se marier sous la communauté des biens. On n'est pas obligé de tout partager dans le mariage. On peut choisir de délimiter, j'ai envie de dire, le niveau de fusion entre les deux personnes. Et ça, c'est intéressant de le souligner parce qu'on va comprendre aussi que d'un point de vue personnel, par rapport à l'approche thérapeutique que l'on veut proposer, que là non plus, même si on s'apprête à s'unir avec une personne, il y a des limites à poser et il y a aussi, on n'est pas obligé. Donc Une protection. Voilà, une protection de soi. On n'est pas obligé de rentrer dans une fusion totale avec la personne que l'on va épouser. Et je rebondis sur cette phrase-là qui revient souvent. Non, on est très fusionnel. Pourtant, on ne faisait qu'un. Alors, je le dis souvent et ça choque un peu parce que la thérapeute de couple a dit qu'il ne faut pas faire ça. Ouais. On est un couple, on est deux personnes séparées, on ne peut pas faire un. Ouais. C'est pas possible en fait. C'est ça. Il faut toujours garder sa part de personnalité. On ne peut pas fusionner pour devenir une seule personne. On a des expériences trop différentes, même si tout ce qui se ressemble, ça assemble. Et on connaît d'autres expressions qui veulent dire que tout ce qui se ressemble, ça assemble. Mais il faut qu'on reste deux personnes qui décident de s'unir, mais pas fusionner. Ouais. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que tu dis, on pourrait aussi parler de l'expression qui dit que les contraires s'attirent. Exactement. Donc, effectivement, tout ce qui se ressemble, ça assemble, mais les contraires s'attirent aussi. Donc, ça peut être parfois litigieux, effectivement. Exactement. Exactement. Alors, avant de poursuivre, on vous propose, comme d'habitude, de vous rendre sur la page Instagram Mélimelo, donc mélimelo.fwi. On n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche. Pour cette émission, vous avez été réactifs. C'est vrai. Voilà. Ouais, je ne m'y attendais pas parce que je trouve que c'est pas le sujet qui intéresse le plus les personnes sur la page. Ouais. Mais on a eu beaucoup de... Voilà, beaucoup et de puis questions. très rapide en fait. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. N'oubliez pas, on active la cloche, et on participe, on n'hésite pas à poser des questions, vous envoyez des DM. N'hésitez pas, on a hâte de vous lire. Et on répond. Et donc, du coup, comme on l'a dit, si la loi impose des conditions, il convient que nous aussi, enfin nous, je dis nous, pas nous, mais la personne qui fait le choix de se marier s'impose un certain nombre de conditions qui vont lui garantir le respect de sa personne, de ses libertés, de son intégrité, mais également de son projet de vie. Exactement. Parce que ça aussi, des fois, on a tendance à oublier ce qu'on voulait pour les projets qu'on avait construits seuls, tu vois, en étant seuls face à nous-mêmes, on a tendance à les mettre de côté pour laisser toute la place au projet commun, alors que, et finalement, c'est rompre avec une partie de nous. C'est ça. Voilà. Et puis, sans être pessimiste, mais ça existe et il faut le dire. Et puis,
s'il y a rupture, ça laisse place à la rancœur, ça laisse place à des regrets, alors qu'il n'y a pas de regrets à avoir, parce que chaque partenaire doit avoir sa place dans le couple marié ou pas. Exactement. Exact. Voilà. Ça nous amène à la question des 10 points explorés selon les Méli-Mélo. C'est ça. Alors, première chose, vas-y. Premier point. Donc, nous avons réfléchi à... Il y en a plus, hein, mais on a mis les 10 principaux où on vous invite à réfléchir sur ces points-là. Ouais. Donc, le premier point, démarche personnelle. Donc, le mariage, c'est vrai que c'est une décision qui se prend à deux. On l'a vu, il faut le consentement. On l'a vu, il faut que les deux parties soient OK. Mais il faut que ça soit aussi... Il ne faut pas que ça soit... c'est logique. Voilà, c'est ça. Mon homme me demande un mariage, donc oui, je vais me marier. C'est ce que toute femme attend. Il faut que ça soit une démarche personnelle. Est-ce que j'en ai envie, en fait? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis OK avec ce projet-là? Qu'est-ce que j'attends de ce projet-là, enfin? Il faut que ça soit vraiment une question qu'on se pose à soi d'abord, en oubliant ce que la famille va dire, ce que la société va dire, parce qu'on connaît la société. Exactement. Ça fait 10 ans que tu es avec la dame, tu ne lui demandes pas un mariage. Ça fait 10 ans que tu es avec ton homme, tu n'as jamais demandé un mariage? Ah ça. Bon? Ouais. Ah bon? C'est vrai. Donc, on a une pression, en fait. Même des parents qui ont entendu ça dire, alors c'est quand que je mets... robe. Voilà, ma robe. C'est quand est-ce que vous allez me permettre de mettre ma robe et faire mes chaussures, etc. Même en blague, il y a cette pression de, bon, ça fait un moment que vous êtes ensemble, vous attendez quoi? Voilà. Et en fait... Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Un peu comme si l'absence de mariage témoignait d'un problème. Oui, c'est ça. Et donc, dans cette question de préparer son mariage, vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, la préparation religieuse où on va vous inviter à le faire en couple. Il y a la préparation de la cérémonie où on va le faire aussi en couple et en famille, puisque on sait que c'est Tati Jacqueline qui va faire le pâté en pot ou bien qu'on va faire appel à un wedding planner, un ou une wedding planner. Mais on ne pense pas à se préparer individuellement, de manière personnelle, seul face à soi-même. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai accompli tout ce que je souhaitais accomplir avant le mariage? Est-ce que je me sens prête? Est-ce qu'il y a des petites choses que je voudrais faire avant? En fait, se préparer soi et de manière individuelle, c'est important. Que vous passiez par l'accompagnement d'un thérapeute ou que vous le fassiez de manière autonome, mais il faut conserver un temps personnel, indépendant, je dirais, quel mot que je peux rajouter pour renforcer, mais en tout cas, tout seul, pour préparer votre cap, en fait, votre passage à une nouvelle situation. Très important. Voilà. Deuxième point, la fameuse question, et les gens sont souvent réticents, tu le vois notamment... ah oui. Voilà, dans... Ça jette un froid. Exactement. Voilà, la fameuse question, pourquoi je me marie? Pourquoi tu te maries? Mais quand nous-mêmes, nous faisons les préparations, on le voit aussi avec nos clients. C'est ça, voilà. Surtout. Avec les clientes, mais pourquoi vous vous mariez? Voilà. Et là, ça jette un froid. Tout le monde est stressé. Oui. Un peu comme si c'était évident, ou au contraire, donc on a soit le côté, mais c'est évident, c'est parce qu'on s'aime. Ouais. Et puis on a le côté... J'y avais pas réfléchi, en fait. Oui, voilà, on a le côté aussi un peu sur la défensive, mais aussi, pourquoi on me demande ça? Oui, mais voilà, mais pourquoi vous me demandez ça? J'ai rien fait de mal, je me marie. Pourquoi on me demande pourquoi je me marie? Sauf que c'est une question importante à se poser. Pourquoi je me marie? Quelles sont les raisons qui me poussent à me marier? En sachant que parce qu'on s'aime, c'est pas... Suffisant, parce qu'on peut s'aimer sans mariage. En fonction des convictions de chacun, on peut s'aimer sans mariage. Pourquoi je me marie? Il faut aussi faire très attention à veiller à écarter les influences familiales. C'est-à-dire qu'il y a des familles où il y a un point d'honneur à se marier. Et on le voit, on constate de manière générale que tout le monde est marié, tout le monde a passé le cap, c'est bon. Ou ils ont tendance à énumérer et à dire, qui est-ce qui n'est pas marié? Ah, il reste un tel à marier. Non, en fait. Ça, il faut retirer ça de l'équation. On ne se marie pas pour satisfaire les besoins de sa famille ou pour satisfaire une tendance familiale, ni
au même titre que la tendance religieuse, finalement. C'est ça. C'est ça. On peut se laisser porter par ses valeurs religieuses, et tant mieux si les valeurs religieuses sont positives, mais il ne faut pas se marier pour la seule condition que ma religion... Exactement. J'ai eu... très jeune, j'ai été confrontée à cette question-là parce que j'ai été scolarisée dans une école privée religieuse, pas catholique, mais religieuse. Et j'avais remarqué que des jeunes de mon âge s'étaient mariés très très tôt, à 18 ans, 19 ans, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait choquée parce que c'était des personnes de ma génération et qui avaient sensiblement les mêmes aspirations que moi. Et je me disais, mais pourquoi un mariage aussitôt? Et lorsqu'on analysait la situation, on voyait bien que c'était une question de réponse aux exigences de la religion, en fait. Sauf qu'à 19 ans, quand tu n'as déjà pas le droit d'avoir de rapports sexuels avant le mariage, que tu n'as pas vraiment le droit de flirter, que tu n'as pas vraiment le droit d'être dans des relations amoureuses, etc., et que là, tu découvres tes premières relations, tout de suite, alors bien sûr, sans porter de jugement, je crois bien qu'il y a des personnes qui sont mariées à leur premier amour et avec qui ça se passe très bien, mais soyons réalistes et appuyons-nous sur les retours que nous avons aussi. Il y a aussi des dérives, je cherchais le bon mot, des dérives qui sont liées aux pressions religieuses où on va accepter, où on va se marier en réalité avec un faux consentement, d'accord, pour pouvoir vivre une expérience de personnes adultes ou répondre aux aspirations, je dirais, de la famille. Et puis ne pas devenir la honte de la famille. Exactement. Parce que si j'ai un copain ou si j'ai une copine, faut que je me marie. C'est ça, voilà, exactement. Et tu sais, pour cette partie-là, on pourrait se dire, hein, que ouais, mais bon, on a compris qu'il faut pas suivre les gens, on s'en fout des gens, on n'est pas obligé de faire comme les gens. Mais c'est vraiment, vraiment très marqué. Moi, par exemple, mes parents ne sont pas mariés et je me souviens qu'à l'école, lorsque je disais que mes parents n'étaient pas mariés, le retour des camarades était plutôt non. Mais ils vivent ensemble. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, etc., etc. Un peu comme si c'était le choc. Alors que c'était une question qui ne m'avait jamais plus que ça interpellée. Donc oui, sachez bien que c'est une question qui est lourde et qui influence des décisions qui ne vous concernent pas personnellement. Donc ça, on fait attention à ça. Ah non, mais c'est très, 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 très marqué. Encore plus ici, puisque, bon, vous l'aurez compris, hein, nos émissions tournent surtout autour de la Martinique. J'ai des élèves qui peuvent dire, je leur dis, tes parents sont mariés? Ben oui, parce qu'ils m'ont eu. Ouais, voilà. Un peu comme si, Un peu comme si, mais... Évident, quoi. On nous envoie une thérapeute un peu timbrée. Elle me demande est-ce que mes parents sont mariés alors que je suis là. Voilà. C'est pour dire que c'est pas une question de génération. Ça existe encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça existe encore aujourd'hui. C'est ça. Donc, troisième point. Quel changement et quel impact au pluriel sur ma vie? Donc, le mariage va changer quoi à ma vie? Ouais. Qu'est-ce que je fais que je ne pourrais plus faire ou ne voudrais plus faire? Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Qu'est-ce que ça va impliquer? Quel changement financier, physique? C'est ça. Et toi, tu dis, qu'est-ce que je ne vais plus pouvoir faire? Je vais encore plus loin. Est-ce que j'aurai le droit de faire ça? Aussi. Il y a des gens qui ne se posent pas la question. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que notre mari ou notre femme a un pouvoir de décision sur notre vie. Mais on le voit bien dans la réalité des faits que les gens se disent, ben non, mais je suis une femme mariée. Non, mais je suis un homme marié. Ou une femme mariée se retrouve à tel endroit, à telle heure, avec des copines en mode célibataire. Oui, non, mais ça me fait vraiment rigoler. Hein? Parce que, en consultation, par exemple, et c'est régulier pour les couples mariés, mais pourquoi vous avez rencontré cette personne qui, je prends l'exemple qui vient le plus souvent, elle sort trop. Ouais. D'accord? Je dis elle pour ne pas qu'il y ait de jalousie, donc c'est elle ou il. Hein? Que les hommes ne se sentent pas trop accusés. Elle sort trop alors qu'on est mariés. Voilà. Je pose toujours la question, mais est-ce qu'elle sortait comme ça avant le mariage? Oui?
Mais là, on est mariés. Voilà. Et en fait, dans la thérapie, lorsque j'amène le partenaire qui est choqué que son partenaire ait le même comportement avant mariage, je dis, mais qu'est-ce qui dérange? On a des réponses comme ma maman n'aime pas ça, mais qu'est-ce que mes copains vont penser? Oui, d'accord, mais vous, est-ce que ça vous dérange réellement que la personne sorte? Non, après, mais je trouve pas ça bien pour une femme mariée. Et il n'y a pas vraiment d'explication. Et lorsqu'on arrive à trouver ensemble le point d'entente où ça ne te dérange pas toi, ça te dérange le regard de la société, mais toi... Exactement. En fait, il n'y a pas de problème. Et on le voit, tu sais, la fameuse expression « tu es bonne à marier ». C'est quoi une femme bonne à marier? Une femme qui fait à manger, qui tient bien le foyer, qui nettoie, qui ne sort pas trop, qui est discrète, qui ne fait pas trop de grabuge. Par contre, avant le mariage, on veut la fille pin-up, à 4 épingles, qui est capable de s'amuser, douée d'intelligence sociale. Failli me mordre la langue. Donc, intelligence sociale et puis ouverte, enjouée. On veut cette femme-là. Et puis, avec un événement, même si ça reste un sacrement pour certains, mais avec un événement, il faut devenir la femme docile, rangée, etc. Donc, femme mariée. La femme mariée. Le fameux stéréotype de la femme mariée. Ouais. Voilà. Tout comme pour les hommes aussi, on aura tendance une femme en tout cas, aura tendance à se sentir mal à l'aise. Tant que c'est mon copain, tant que c'est mon concubin, j'entends des femmes dire « Ah non, mais je ne suis pas mariée avec lui. » Ouais. Voilà. Un peu comme si, pour le dédouaner, on pouvait dire « Je ne suis pas mariée avec lui. » Et à partir du moment où on tombe dans la partie mariage... Là, ça devient sérieux. Exactement. Quand on arrive dans les réunions de famille, ou avant même de vous demander comment ça va, on vous demande, mais comment oui un-t-elle? Parce qu'on s'attend à ce qu'un couple marié fonctionne ensemble, aille faire les courses ensemble, se rende systématiquement en réunion de famille ensemble, alors que ce n'est pas obligatoire. Ça peut être intéressant en fonction des valeurs, en fonction des besoins, mais il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qui est censé changer suite à ce mariage-là, mais surtout se demander, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ces changements-là sont nécessaires? Oui. Et puis, je rajoute, on doit se demander aussi, qu'est-ce que j'essaye de combler? Exactement. À travers ce mariage. Ouais. Et ça revient dans la démarche personnelle. Et Exactement. comme j'y ai pensé là, Ouais. donc je le dis là, mais dans la démarche personnelle, il faut aussi qu'on puisse se demander... est-ce que j'essaie de combler quelque chose? Est-ce que mes parents ont divorcé pendant que j'étais encore jeune, donc ça m'a traumatisée et donc je veux absolument me marier? Ou au contraire, est-ce que mes parents sont mariés? Est-ce que j'ai un schéma de parents mariés et que c'est inadmissible que je fasse 5 ans avec quelqu'un et que je ne sois pas mariée? Exactement. Des fois, c'est aussi pour réparer une réputation ou se venger de l'ex qui aurait été trop frivole. Voilà, montrer, prouver qu'on est digne de quelque chose. J'ai eu, il y a quelques années, pu voir sur les réseaux sociaux une influenceuse qui prônait avec fierté, vous voyez, j'ai 30 ans et je suis mariée. J'ai 30 ans et j'ai fait ci. J'ai 30 ans et j'ai fait ça. Et c'est vrai que c'est une promotion qui m'avait scandalisée parce elle ne réalise pas, ou je ne sais pas ce qu'elle en pense vraiment, je n'ai pas pu discuter avec elle, mais elle ne réalise pas l'impact négatif qu'elle renvoie sur la société. Un peu comme si, c'est bon, je suis quelqu'un, c'est bon, j'ai tel niveau d'études, j'ai coché les cases. Sauf que non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pensez bien qu'il vaut mieux aussi être seul que mal accompagné. On n'est pas en train de vous éloigner du mariage, mais pensez bien que le mariage n'est ni une panacée, ni la preuve d'une réussite sociale. Des fois, c'est pour cacher des choses, comme tu dis, ou satisfaire des besoins qui peuvent être de tout autre genre que la réalisation de soi. C'est ça. Voilà. Quatrième point. Ouais, Donc, le désir d'enfant. Ouais. Donc, là encore, c'est une question à laquelle on ne pense pas systématiquement. Pourquoi? Déjà, dans notre contexte, on a aussi beaucoup de couples qui ont des enfants hors mariage. Donc, avant le mariage, je veux dire. Ouais. Quand je dis hors mariage, je ne parle pas de l'enfant
dehors. Ouais, comme on Je aime parle dire. de l'enfant Qui est qui né est né avant le... et puis on se marie après. Voilà. Mais il faut se poser aussi la question des enfants ou de l'enfant. Ouais. Combien d'enfants tu veux? Et en fait, on avait déjà dit ça dans une émission, mais je le redis aujourd'hui. Quitte à choquer le partenaire au tout début de la rencontre pour le chasser ou le faire rester, Ouais. poser les questions dès les premiers rendez-vous, selon moi, c'est important. Voilà. Expliquer à la personne, je ne suis pas en train de te mettre un cadenas, je te demande, là, aujourd'hui, quelles sont tes aspirations. Moi, je veux 4 enfants. Et toi? Soit ça va effrayer la personne qui se dit, ah non, moi, je veux qu'un seul enfant. Ouais. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ou quelqu'un qui dit, non, mais moi, je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas ma vie avec un enfant. Ouais. Voilà, poser les questions. Et aussi, pour les familles recomposées, tant qu'il n'y a pas de mariage, l'enfant du partenaire ne pose pas problème. Ouais. Ça aussi, il faut pouvoir en parler avec le futur époux ou la future épouse. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Voilà. Quelle est sa nouvelle situation? La nouvelle situation. Ouais. Ça fait 7 ans que tu es dans sa vie, tu comptes le reconnaître. Est-ce que l'enfant veut être reconnu? Et puis aussi, qu'est-ce que moi j'ai envie? Est-ce que par rapport à mes intérêts personnels, est-ce que je veux que l'enfant soit reconnu ou est-ce qu'au contraire, je veux que tu ne le reconnaisses pas et que tu le laisses en dehors de ça? Enfin, voilà. Voilà. Et donc, on ne pense pas. Enfin, pareil, c'est une question qui semble évidente lorsqu'on en parle. Ben oui, on aura des enfants. Voilà. Mais des enfants, c'est quoi? C'est ça. Peut-être que moi, j'en veux 2, toi, tu en veux 3. Ça Ouais. fait des enfants, mais on n'est pas d'accord sur le nombre. Exactement. Peut-être que moi, j'en veux pas et toi, tu en veux. Et on puis- n'est pas d'accord sur le nombre. Et puis, c'est aussi faire preuve de pragmatisme. C'est-à-dire que oui au rêve, mais non à l'utopie. C'est-à-dire que partir justement dans cette illusion du monde parfait, c'est laisser plus de place à la désillusion qui fait mal. Il y a la question de l'horloge biologique. Il y a la question des maladies. Par exemple, on sait que en Martinique, notamment, il y a beaucoup d'endométriose et donc des problèmes d'infertilité. Il y a toutes ces questions-là qui peuvent amener peut-être l'un des partenaires à vouloir en faire vite après le mariage et l'autre qui se dit, mais non, on a le temps. Vraiment discuter de la question des enfants en profondeur. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux des enfants, mais aussi quand? Et comment on s'organise? Exactement. Voilà. Quand? Parce que si on se marie, je prends un exemple comme ça, on se marie à 42 ans, je n'ai pas encore d'enfants. Déjà à 42 ans, on sait que c'est un peu plus difficile d'avoir des enfants à 42 ans qu'à 25 ans. Est-ce qu'on embraye tout de suite? Est-ce qu'on attend 2 ans pour pouvoir profiter de notre lune de miel? Qu'est-ce qu'on fait? Et toutes ces questions-là, il faut se les poser. J'ai été loin en parlant de 42 ans, Oui. mais pas tant que ça, puisqu'il y a aussi des grossesses dans la quarantaine. Il y a aussi des personnes qui ont eu des enfants à cet âge-là. Mais il faut se poser ces questions-là. Bien sûr. Et puis, toujours par rapport à cette question d'enfant, ne pas normaliser de faire des enfants parce qu'on est marié. C'est-à-dire que la personne qui est mariée, qui a déjà des enfants avec son mari ou sa femme, a le droit de refuser d'en avoir un de plus. C'est-à-dire que l'avortement n'est pas interdit sous couvert du fait qu'on est marié. C'est pas parce qu'on a déjà des enfants, qu'on s'en sort, etc., que je ne peux pas, moi, en tant qu'épouse, avoir envie de procéder à une interruption de grossesse parce que je ne veux pas d'enfants Et supplémentaires. vice-versa. Voilà. Il n'y a pas de corrélation systématique entre le fait, bon, ben, on est marié, on a des enfants, etc. Bon. Oui. Et puis, Voilà. il y a l'injonction aussi culturelle de la religion, de la Exact. famille. Le couple qui se marie, qui n'a pas d'enfant, Ouais, c'est ça. sera sous pression pendant les 5 prochaines années. Mais vous êtes mariés, il faut passer à la prochaine étape. Exactement. Comment vous ne me donnez pas un petit-fils? Voilà, c'est Comment ça. vous ne me donnez pas une petite fille? Exact, ouais. En fait, il y a une pression et je reste persuadée que la famille ne fait pas ça exprès, puisque c'est vraiment ancré. Ouais. Mais qu'on puisse, c'est le but de l'émission, ouvrir les consciences, à ne pas oser dire ça aux personnes. C'est ça. Arrêtez de dire ça aux personnes. On ne sait Exact. pas ce qui se passe en sous-jacent déjà. On ne sait pas s'il y a un problème de santé. On ne sait pas s'il y a une discussion, justement, et tant mieux, où on ne fait pas d'enfants. On se marie, mais on ne fait pas d'enfants. Exact. Donc, voilà. Exact. Parce qu'on a aussi les cas où il y a des femmes qui se sentent des demi-femmes ou des morceaux de femmes, des femmes inaccomplies parce qu'elles n'ont pas
pu satisfaire, et vous voyez, je fais exprès de choisir l'expression, satisfaire leur mari dans leur désir d'enfant, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. Les couples doivent gérer ça entre eux et cette pression-là doit Disparaître. voilà, elle doit cesser. Exactement. C'est ça. Exactement. Pour ne pas passer pour la personne agressive, quand tu remets ton membre de famille en place en lui disant non, je vais adopter 2 chiens plutôt. Exact. Tu compares un enfant avec un chien? Exactement. Et même toujours avant d'arrêter cette question d'enfant, cette question du désir d'enfant, il est important de rappeler que la vie que l'on mène avant d'être parent n'est pas la vie que l'on mène après d'être parent. C'est sûr. Et donc le couple avant enfant, c'était 2 personnes amoureuses en couple. Là maintenant, le couple avec enfant, ce sont 2 personnes amoureuses en couple, mais aussi 2 parents fatigués, inquiétés, qui n'ont pas la même perception éducative, qui n'ont pas les mêmes mécanismes et qui forcément vont rajouter à l'équation des comportements différents et parfois divergents. Donc la question de est-ce que tu vas avoir des enfants et comment tu vois les choses, elle est très importante. Ça permet d'anticiper et, pour parler vulgairement, ou péquer dit ou pas ça. Exactement. Voilà. Donc c'est Parce important. que moi, le père de ma fille me disait qu'il voulait un 2e enfant. Je lui dis, te souviens-tu que j'ai allaité 1 an? Voilà, c'est ça. 1 an, Parce allaitement. qu'on n'y pense pas. Hein? Allaitement unique, hein? Voilà. C'est-à-dire pas exclusif. Exclusif. Pas de biberon, pas d'eau, pas de manger. Que ça. Ouais, J'avais mon extension. Il m'a dit, ouais. Ben, c'est bon. C'est ça. Je me relève de ma pensée un peu. C'est ça. Parce que, autant, tu veux un enfant, d'accord, il n'y a pas de souci, je peux en faire 20. Mais il ne faut pas me stresser quand je suis en train d'allaiter, parce que moi, je ne vais pas allaiter moins qu'1 an. C'est ça. Alors, ça me fait penser à un couple que j'avais accompagné où l'une des principales raisons de son mal-être, du mal-être de la femme dans le couple, c'était son apparence physique, le fait qu'elle ne puisse plus faire de sport, le fait qu'elle n'ait plus de temps pour elle pour s'occuper de son apparence physique. Et de manière spontanée, le mari qui dit, mais est-ce que moi, je l'empêche d'aller faire du sport? Il dit ça de manière spontanée. Mais il était vraiment, en tout cas dans une approche sincère et limite en train de réaliser, enfin de ne pas comprendre au départ les plaintes de son épouse pour finalement réaliser avec justement la thérapie, avec justement le fait de mettre des mots sur les mots, de démêler le vrai du faux. Et justement, il a fini par comprendre en fait que ce qui est très simple pour lui dans le fonctionnement est un peu plus difficile pour la femme. C'est-à-dire que aux 2 mois de l'enfant, le mari peut reprendre une activité sportive ou peu importe. Aux 2 mois de l'enfant, en fonction des heures d'allaitement, même reprendre son travail est compliqué. Donc, oui, il y a des problématiques qu'on n'imagine pas chez l'autre qui vont forcément créer du mal-être, qui vont forcément créer des déformations. Moi, j'aime ma femme avec une allure sportive, mais si avec la charge hormonale de la grossesse, son corps s'est déformé, forcément, je n'aurai plus cette même attirance vers son aspect physique. Comment on va gérer ça? La question de l'enfant englobe tout ça. Ça englobe la maternité, la paternité, la parentalité en général, et toute la modification de la structure du couple. On n'est plus un couple, on est couple plus parents. C'est ça. Voilà, donc c'est vraiment l'un des changements les plus radicaux. Voilà, du mariage, et donc il faut vraiment en parler. C'est ça. C'est ça. On passe du coup, toujours dans la suite de la question de veux-tu des enfants ou pas, à la question de quelle éducation, quelle religion, oui, quelle philosophie de vie. Et ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Pareil, en fait, les points qu'on a choisis là, c'est vraiment des points auxquels on ne pense pas. Oui. On pense toujours à quel budget pour le mariage, quel traiteur m'échouer ou pas m'échouer, mais voilà. On ne pense pas aux questions. Je veux DJ dans tel. 10 ans. Voilà. Mais en fait, il y a des personnes qui se rencontrent
très ouverts d'esprit. Tu es évangélique, moi je suis catholique. On s'aime, on croit en Dieu tous les deux. Voilà. Donc on s'aime, c'est OK. Enfant, on fait quoi dans le baptême? Voilà, c'est ça. Il va se baptiser quand il voudra. Voilà. Ah non, il va faire le catéchisme. Ouais, voilà, c'est ça. Là, il y a un problème. Il y a Un déjà problème un premier auquel on n'avait litige, pas ouais. pensé. Exactement. Donc, c'est pour cela que je parle de préparation au mariage, mais je reprends mon conseil pour les jeunes couples. On se pose les questions. Ça fait 6 mois qu'on se fréquente. Exactement. 6 mois, on est déjà parti pour un truc où on va se fréquenter. Eh bien, laisse-moi te poser les questions. C'est ça. Que ce soit pas une relation sérieuse, que ce soit une relation sérieuse, laisse-moi te poser les questions pour savoir si c'est une perte de temps, parce que Voilà, ouais. on n'a qu'une... Et une perte d'argent, vu Une perte le d'argent. prix des cérémonies, vu le prix que reviennent les cérémonies de mariage. C'est ça. Ah ouais, et tu veux 2 enfants. Et tu penses qu'ils vont aller au catéchisme, vu que moi, je suis catholique et toi, tu es évangélique. Il y a pas... Exactement. C'est pas la même préparation. Comment on va s'organiser? Faut Il sera dans une école laïque ou dans une école religieuse qui va nous coûter plus cher, puisque ce serait certainement une école privée, tu vois? Exactement. Voilà. Et comment on va gérer cet aspect de l'éducation? Comment on va s'en sortir pour pouvoir financer les études de notre enfant si on ne veut pas qu'il aille, par exemple, dans une école laïque? Ça se passe comment? C'est ça. Oreille percée, pas oreille percée. Exactement. Des petites questions simples, Ouais. mais qui posent de très gros problèmes par la suite. Parce qu'en réalité, ça apporte de la lumière sur la vraie consistance du couple, Oui. le vrai fondement du couple, sur qui est qui et quelles sont les valeurs. Et tu sais, tu as pris cet exemple-là, Ama, mais il y a même des cas beaucoup plus légers qui créent des problèmes aussi longs. Mais tu sais, ma maman n'utilise pas de curry. Ou ma maman n'utilise pas de cocotte. Moi, j'ai connu alors, ça n'a pas fait de problème, mais cette question-là de faut-il acheter une cocotte ou pas? Sauf que quand on regarde le prix de la cocotte minute, celui qui s'est cuisiné sans la cocotte minute peut dire, écoute, on n'a pas besoin de s'acheter une cocotte à 190 € pour pouvoir en faire quelque chose qu'on peut faire sans cocotte. Ta cocotte où, hein? Ah, moi, je veux un truc chaud. Une grosse cocotte. Oui, une cocotte avec fermeture. Voilà, il faut que ce soit Éclair. bien. Voilà, que le truc... tu comprends? Je comprends. Et donc, ça peut créer problème de je veux à tout prix une cocotte ou une friteuse ou un thermomix sans faire de pub, mais je veux dire un appareil à plusieurs milliers d'euros. Je veux ça parce que j'ai été habituée à être appareillée dans ma cuisine. Et le conjoint qui est à côté se dit, mais non, en fait, on va pas dépenser autant d'argent dans un appareil. Voilà, ma mère faisait à manger sans ça, tu peux faire à manger sans ça. Mon père faisait sans ça, tu peux faire sans ça, etc., etc. Et donc, il faut vraiment se poser la question de quelle est la philosophie de vie. Est-ce qu'on se projette sur une vie plutôt full confort, full domotique? Est-ce qu'on veut des appareils pour nous simplifier les tâches? Est-ce qu'on se dit non? Voilà. Est-ce qu'on sera plutôt, on aura un profil plutôt autosuffisance alimentaire, par exemple? Enfin, qu'est-ce qu'on décide de faire? Il faut réfléchir à ces aspects de l'évolution, en tout cas de la vie du couple. Oui. On n'y pense pas, on découvre. Souvent, les gens nous disent, je découvre. Ah ouais, j'aurais jamais pensé qu'elle était comme ça ou qu'il était comme ça. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas fait l'effort de se poser la question. Toi, t'aimes bien la marque, t'aimes bien avoir de l'électronique. C'est ça. T'aimes bien quand tout est propre. Tu es Alors, plutôt c'est encore maniaque. plus visible dans les couples qui se marient et qui s'installent après. Ouais. Parce qu'effectivement, par rapport à certaines comment dire, Conception. limites, Ah oui. ok. limites religieuses, où on ne peut pas habiter, on peut pas être en concubinage, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre. Je veux bien, mais ça pose une limite. C'est ça. Parce que moi, je te vois le dimanche bien apprêté, je te vois le samedi, le lundi, on va au cinéma, on fait des sorties, tu es toujours bien apprêté. Et dans une maison, tu te baignes 1 fois par semaine. Voilà, c'est ça. C'est quand j'habite avec toi que je réalise. Voilà. Tu remets la même culotte Exactement. toute la semaine. Exactement. C'est quand j'habite avec toi que je réalise. Ça ne te dérange pas de laisser traîner Ton caleçon avec la trace de frein. Oh là 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 là. On en a déjà parlé de cette trace C'est de quand frein. j'habite avec toi que je réalise. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de petites questions à se poser
D'abord. Exactement, exactement. Et toujours dans cette partie, quelle philosophie de vie, comment je perçois le fonctionnement général, on n'a pas forcément retenu la question de la sexualité dedans parce que c'est un peu plus commun, mais ça aussi, il faut se la poser. C'est ça. Je réagis par rapport aux limites de la religion que tu proposais, où on attend le mariage pour avoir un rapport sexuel. Je respecte cette proposition qui est certainement construite sur des valeurs et qui a fait ses preuves certainement dans certains cas. Mais on a vu aussi des cas où les gens s'imaginent une lune de miel et que finalement on est plutôt dans une lune de piment ou de je ne sais quoi, un truc bien amer qui ne nous plaît pas, sauf qu'on est mariés pour la vie. Depuis une heure. Depuis une heure, voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on va divorcer. Et donc, du coup, comment on va gérer ça? Donc, c'est bien de se poser la question avant aussi. Si on fait le choix de rester chaste, il n'y a pas de problème. C'est un choix qu'on Mais respecte. il faut quand même s'interroger sur comment je vais vivre cette sexualité dans le cas où elle ne me plaît pas par rapport à mon désir de chasteté avant mariage et enfin, comment je vais vivre ça. C'est ça. Et puis aussi, quelle éducation? Il faut qu'on parle des corrections. OK. Les corrections. Ouais. Dans un couple, il y a peut-être un partenaire qui est OK pour la fessée. On sait que c'est interdit, il n'y a pas de souci, mais on sait également comment ça se passe dans les foyers. Nous sommes en Martinique. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, il y en a un qui sera OK pour le coin, il y en a qui ne sera pas OK pour le coin, il y en a un qui sera OK pour la punition physique. Les travaux d'intérêt généraux. Voilà, donc il faut parler de ça aussi. Les privations, voilà. Parce que c'est vrai que face à ça, les souvenirs d'enfance remontent. Il y a des personnes qui, traumatisées par les cris ou des comportements violents, ne vont pas supporter que l'un des parents se montre, enfin, en tout cas manifeste ce que cette personne attribue, enfin, ce qu'elle considère comme de la violence. Exactement. Ce que cette personne considère comme étant un comportement violent. Alors que peut-être que l'autre se dit, non, mais en fait, je n'ai rien fait de mal. Je corrige juste mon enfant. Voilà, je suis en spontanéité et il n'y a pas de problème. Il faut qu'il connaisse cette partie de moi. Il faut qu'il sache que ça existe. Et l'autre peut se dire, non, mais attention, ça, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est traumatisant. Et je ne veux pas de ça. Donc ça aussi, il faut en parler. C'est ça. Et puis, toujours dans ces questions de philosophie de vie, il y a un dernier point qui, pour moi, est important. Plus. Aujourd'hui, on parle d'ouverture d'esprit. On sait qu'on est très informé. On trouve des forums, des espaces de parole, des lives Instagram. On parle d'abolir le patriarcat. On parle de libérer chacun, de respecter les libertés de chacun et les conceptions de chacun. Sauf qu'il y a des réalités dans l'application de la relation. Et il y a une question qui est délicate parce que ça ramène à des choses qu'on ne veut pas voir. Mais quels sont les rôles de chacun dans le foyer des personnes mariées? Est-ce que nos rôles vont changer? Comme tout à l'heure, on parlait des changements. Mais surtout, quel est le rôle que tu attends de moi? Parce que oui, messieurs, dames, en 2024, il existe encore des personnes qui considèrent que la femme est faite pour ça, 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 et que l'homme est fait pour ça, ça, ça et ça. Et donc, par moment, lorsqu'il y a des conflits, on a ces espèces de reproches. Ah oui, mais elle ne fait pas à manger. Elle n'aime pas faire à manger. Toujours par rapport à la question de tu es bonne à marier. Sauf que, est-ce que mon rôle dans le foyer, ce sera de faire à manger? Ah oui, mais il ne fait pas le gazon. Est-ce que son rôle est de faire le gazon? Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Mais il y a un consentement. Mais il y a un consentement obligatoire. En tout cas, il faut déjà le discuter et il faut qu'effectivement, il y ait ce consentement-là. C'est ça, il faut qu'il y ait ce consentement-là. Et puis, c'est vrai que dans le couple marié, il y a des attentes un peu utopiques. Et puis qui sont marquées par nos séquelles passées, où l'homme aura le travail physique. Ouais. La science a prouvé, ce n'est plus à prouver, l'homme a une force différente de la femme. La femme a moins de force de façon naturelle. Bien sûr, je ne parle pas de... Je parle de généralité. Ceci étant, on peut être sur un homme qui peut faire le gazon, mais qui n'en a pas envie. C'est ça, oui. C'est pas mon truc. Exactement. Donc, ce sont des questions simples. Ces questions-là peuvent aussi être discutées hors mariage. Oui. Mais
si on peut balayer le plus de questions possibles avant d'emménager, avant le mariage, avant d'avoir un enfant, autant le faire. C'est ça. Autant le faire pendant que nous ne sommes pas en conflit. Exactement. Exactement. Tout à fait. Alors, du coup, on va aussi parler de la question des risques psychosociaux et médicaux. On n'y pense pas, hein. Mais y a-t-il du diabète dans ta famille? Y a-t-il un taux de cancer élevé dans ta famille? Y a-t-il un risque pour moi d'avoir un enfant handicapé en faisant un enfant avec toi? Il faut réfléchir à toutes ces questions-là aussi. Eh bien, ça me fait rire. Je fais un petit témoignage. Quand je suis tombée enceinte, ma première panique, quand je suis tombée enceinte et que j'ai su que je gardais mon enfant, je demandais au papa, c'est quoi ton groupe sanguin? Voilà, c'est ça. Le gars ne savait pas. Ouais, je lui dis, ah non, il faut demander l'info pendant qu'il est encore tôt dans la grossesse. Exactement. Demande l'info à ta maman, cherche ton carnet de santé, mais dis-moi ton groupe sanguin. C'est ça. Et en fait, c'est ce que j'explique. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Exactement. L'amour, c'est beau, mais pourquoi se rajouter des épreuves, en fait? Exactement. C'est beau l'amour, mais... On ne pense pas à ces questions-là, voilà. Tu aimes les tripes? Moi, je veux jamais manger ça. Hein? Exactement. Ah bon, mais moi, je pensais que tu allais faire ça tout le temps pour moi quand on serait mariés. Voilà, je suis pour la protection des animaux et toi, tu ramènes Toi, tu fonces sur les pigeons quand tu les vois dans la exactement, route. voilà. Des questions simples, des petites questions simples. Et donc, se renseigner sur... Ce sont des questions qui font mal. C'est bien ce qu'on disait au début de l'émission. Qui mettent mal à l'aise. Qui mettent mal à l'aise. Ah bon, dans ta famille... Il y a des risques de, je dis n'importe quoi. Et ça peut être aussi quelque chose de moins... Oui, voilà, mais ça peut... Oui, la progéria, par exemple. Ça peut être moins, je dirais, négatif que ça. Ça peut être aussi en fonction. Je parle des représentations sociales. Il y a des jumeaux dans ta famille? Oui. Peut-être que je n'ai pas envie d'avoir des jumeaux. Peut-être que j'en ai très peur. En fait, comment ça se passe? Il y a toutes ces questions-là à se poser. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers dans ta famille? Est-ce que vraiment, quand on parle des risques psychosociaux et médicaux, c'est vraiment des comportements, des phénomènes qui peuvent agir négativement sur votre santé, sur la santé des potentiels enfants? Ou sauver. Oui, aussi. Par exemple, pour le cancer du sein. Ouais. Se renseigner dans ta famille, il y a des cancers du sein. Voilà, c'est demain ça. matin, on n'est plus ensemble, tu ne veux plus me parler, m'adresser la parole. Voilà. Mon enfant tombe malade, je pourrais dire, ah mais oui, puisque je me souviens que dans la famille du papa, il y a ce problème-là. Voilà, c'est ça. On peut rechercher de ce côté-là parce qu'on a eu cette discussion-là aussi. Exactement, exactement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 7e point. Ça, c'est ton point préféré. La question des finances. Alors, toujours par rapport à cette question de vivre d'amour et de fraîche. C'est faux. Totalement faux. C'est faux. C'est complètement faux. Surtout que l'amour donne faim et il faut avoir de quoi acheter à manger. Et m'emmener au restaurant très souvent. Et donc, la question des finances, c'est une question qui est tabou. Tabou de manière générale parce qu'en France, il est bien connu qu'on ne parle pas de son salaire, on ne parle pas de ses revenus. Et on a toujours l'impression que demander à l'autre combien tu gagnes ou comment tu t'organises dans tes finances, c'est manifester un intérêt pour ses moyens. C'est être, comment on dit déjà? Eh bien, le terme m'échappe, c'est être matérialiste. Voilà. Alors, on n'a pas d'obligation à divulguer précisément combien on gagne, à quelle date, etc., etc. Aucune injonction. Voilà, aucune injonction comme tu dis. Par contre, il est bon de s'interroger sur les possibilités financières du foyer. Est-ce que je m'engage avec quelqu'un qui aura une situation précaire ou pas? Et lorsque l'on parle de précarité, on ne parle pas nécessairement de peu d'argent, mais d'un système précaire en général. Je prends le cas de l'entrepreneuriat. Se mettre en couple, se marier avec quelqu'un qui est entrepreneur et qui a un statut non salarié, par exemple, c'est se mettre avec quelqu'un qui n'aura pas accès aux prêts de la même manière que quelqu'un qui est salarié. Et donc, les projets de maison, d'achat de voiture, de voyage, etc., ça va s'organiser différemment parce qu'on n'a pas le même accès au financement
que si on est avec quelqu'un qui est salarié, par exemple. Donc ça, c'est une forme de précarité, même quand la personne gagne bien sa vie. Se mettre en couple avec un entrepreneur qui débute sa carrière, c'est assumer aussi le fait qu'il y aura peut-être une partie de votre vie où vous serez seul à financer les besoins du foyer. Se mettre en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est aussi, enfin, en général, c'est plutôt positif, mais bref, en admettant qu'il y ait des contraintes, parce qu'il peut y en avoir. C'est ça. Voilà, ça va demander d'adopter des comportements, d'adopter des attitudes, de répondre à des exigences qui sont liées au secteur où les gens gagnent beaucoup d'argent. Et donc, il faut poser la question. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une piscine devant chez moi, mais je me mets en couple avec quelqu'un qui n'a pas les moyens de supporter ce train de vie-là. À ce moment-là, j'ai le choix de me dire non, 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 je ne veux vraiment pas de quelqu'un qui va me laisser assumer toute seule, ou de me dire, bon, ben, c'est vraiment cette personne-là que je veux, elle n'aura pas la possibilité de suivre mon train de vie, mais je vais assumer. Et ne pas en faire un reproche demain en disant, je paye tout, c'est moi qui ceci, c'est moi qui cela. Et ça me fait penser que ça, c'est un conseil qui est valable sur tous les points qu'on donne là. Si on prend la décision de rester, comme tu as dit, non, 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 c'est cette personne-là que je veux, même si elle n'a pas les moyens, il faut éviter de croire que le mariage va changer un comportement. Exactement. De se dire, bon, la fille me trompe tous les dimanches, mais bon, maintenant qu'on va se marier, elle va arrêter de me tromper, je suis sûre. Il faut arrêter de se dire ça. Bon, c'est vrai que c'est pas un gars qui cherche du travail, mais bon, je pense que quand on va se marier, ça va lui donner un coup de boost, il va chercher du travail. Ça peut se faire, hein? Voilà, elle dépense beaucoup. Mais ne pas compter sur cet acte-là pour que ça change quelque chose. Même si ça peut avoir... Ça peut arriver. Ça peut avoir l'impact nécessaire. Exactement. Mais il ne faut pas mettre tout son espoir dans l'acte. Exactement, exactement. Surtout que beaucoup de témoignages montrent que cela n'a rien changé. Parfois même, ça a empiré, c'est-à-dire que comme le mariage apporte un certain confort, une certaine sécurité, on se dit, bon, ben, c'est gagné, on est lié à vie, mais la personne aura tendance aussi à se reposer un peu plus sur ses lauriers parce qu'on est marié. Voilà. Tout comme il y a des cas aussi où les gens se sentent investis d'une responsabilité par rapport au mariage et vont effectivement se bouger parce que on n'est plus un simple couple, on est un couple marié et j'ai des responsabilités que j'estime ne pas avoir avant. C'est ça. Donc, il faut aborder ces questions-là. Du coup, je propose qu'on aborde la question de la mobilité qui se rapporte, donc on ne va pas beaucoup étaler dessus, mais c'est toujours par rapport à la question de la philosophie de vie et à la question des finances. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt nomade? J'aime me déplacer, j'aime déménager, j'aime vivre de nouvelles expériences, je suis ouverte au voyage, je pourrais vivre un peu partout dans le monde, ou est-ce que je suis quelqu'un attaché à un coin bien précis, à un lieu bien précis, à un environnement particulier? Ça, c'est important. Et pas que la mobilité de voyage. Et si jamais on te propose un poste à l'étranger, tu vas accepter. Exactement. Peut-être que ça va jamais se faire. C'est ça. Mais au moins savoir si son partenaire pourrait être dans l'éventualité d'accepter. Et dans la mobilité, on a aussi la question de la mobilité individuelle, pas forcément la mobilité du couple. On a les cas souvent ce sont des femmes de militaires qui souffrent beaucoup de l'absence pendant les missions, etc. Comment ça doit se vivre, en fait, cette partie-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de me marier avec quelqu'un qui sera absent 6 mois par année, tous les 2 ans, ou voire tous les ans, en fait? Comment je vais gérer la prise en charge des enfants? Comment je vais gérer le foyer? Comment je vais gérer les décisions importantes du foyer lorsque tu n'es pas là, par exemple? C'est ça. Est-ce que j'accepte que tu sois une personne mobile ou pas? Pas que j'accepte pour la personne, est-ce que j'accepte pour moi, exactement, d'être cette personne qui est dans l'attente? C'est vrai, c'est bien que tu me corriges. Pas est-ce que j'accepte que tu sois une personne mobile, mais plutôt est-ce que j'accepte moi d'être en couple avec une personne qui a ce profil-là. Exactement. Très important la nuance. Oui, oui, oui. Et enfin, la question qu'on ne se pose pas, Ama. Excuse-moi, mais on a sauté une question. Ah, pardon. Un point. Les changements que mon partenaire attend de moi. OK. Et je trouve que c'est très important parce que on a des idées arrêtées, nous, sur le mariage. On attend des changements. On se dit que ce sera ça le mariage. C'est ça. Mais mon partenaire,
Parce que quand je reçois des couples, comme j'ai dit, qui me disent oui, mais maintenant qu'on est mariés, moi je pensais pas qu'elle aurait continué à faire ça. Telle activité, ouais. Moi je ne pensais pas qu'il aurait continué il aurait continué à aller dans ces réunions de voiture. Exactement. Moi je n'aurais jamais pensé ça. Voilà, ouais. Alors que oui. C'est ça. Tu as connu la personne avec une passion, par exemple, marié, pas marié, enfant, pas enfant, c'est une passion. Exact. Est-ce qu'il y a des comportements, même au niveau de la sexualité? C'est ça, oui. Il y a des couples non mariés. Vas-y, on y va, on teste tout ce que tu as envie. Et marié, maintenant que je suis mariée, je respecte ma femme. Voilà, c'est ça. Je respecte mon homme. Je me respecte. C'est ça. Ce qui sous-entend que je ne me respectais pas, que je ne te respectais pas avant le mariage. Mais enfin, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, est-ce que mon mari, est-ce que ma femme attend de moi que je ne fasse plus certaines choses? C'est ça. Est-ce que je pourrais rentrer dans ce moule-là ou est-ce que ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ce moule? Donc, en fait, ce que tu veux, là où tu insistes, c'est qu'effectivement, il faut s'interroger sur ses propres attentes, mais aussi sur les attentes du partenaire. Pour savoir si on peut... si c'est OK pour soi. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on n'a pas cette idée-là, mais que le partenaire partage. Ben moi, quand on va se marier, j'espère que tu ne vas plus jamais boire d'alcool. C'est ça. Ça peut être un truc de développement personnel pour le partenaire qui se dit... Et d'ailleurs, les gens aiment dire ça, ils disent « je me suis rangée ». Ouais. Voilà, je me suis rangée. C'est bon, je me suis rangée. Ouais. C'est ça. Et j'aime dire ça. Et c'est bien que tu... c'est très bien d'en parler parce que ça sous-entend aussi la question de la concession. Voilà. Est-ce qu'il y a des concessions que je me sens prête à faire, à mettre en œuvre dans l'intérêt de mon projet de mariage? Est-ce qu'il y en a que je perçois comme des sacrifices? Donc, on va en parler tout à l'heure lorsqu'on répondra aux questions de nos abonnés. Est-ce que je vis cette concession comme un sacrifice? Pour pouvoir en savoir, est-ce que je me lance vraiment? Si mon mari ou ma femme attend de moi quelque chose après mariage que je vis comme étant sacrificiel, ça va forcément impacter sur mes capacités à être heureuse, à me développer, à m'épanouir dans cette relation-là. Si au contraire, ce sont des concessions qui sont supportables ou qui rentrent dans mon schéma ou qui m'apportent finalement voilà, un petit point en plus. Exactement. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est ça. Exemple, ne travaille plus, chérie, je te donne 2 000 € tous les mois. C'est bien quand tu rajoutes voilà, 2 000 € tous les mois. Ce qui ne change rien dans la participation commune des frais du ménage. Mais non, quand il me dit ça, il me dit que c'est cool. Il cool. Gère. C'est cool. Et donc voilà, on arrive au point 10, qui est quelle vision ai-je du divorce? Alors. Quel sacrilège, hein? Non, mais c'est nécessaire. Parler de divorce alors qu'on s'apprête à se marier. Mais comment peux-tu oser faire ça? Oui. C'est le mot interdit, enfin. Eh bien non, c'est pas le mot interdit. Pourquoi? Lorsqu'on est en bon terme et qu'on parle d'un sujet important, parce que, comme je dis, on ne va pas être pessimiste, mais il faut rester dans la réalité. C'est ça. J'imagine très bien que tous les couples qui se marient ne se disent pas, bon, on va divorcer bientôt. Tous les couples qui se marient se disent, bon, ben, qui se marient avec consentement. Hein. Je ne parle bien sûr pas des mariages forcés, exactement, etc. En tout cas, le mariage légal. Le mariage où deux personnes se marient. Exact. Je pense fermement que tous ces couples-là se disent, ben c'est bon, je suis mariée, c'est parti, c'est pour la vie. Exact. Les choses font qu'un divorce, ça peut arriver. Et il faut en parler quand on est en bon terme. Exact. Et noter. Pas au moment où la tension est vive et on est tellement blessé, tellement énervé qu'on n'arrive pas à en parler correctement. On l'a vu notamment dans l'émission avec les papas, la guerre des parents, ça peut être la guerre des couples aussi parce qu'on est trop énervé. Et on peut même notarier certaines décisions. On peut discuter en tant que couple marié ou pas, et on peut notarier cet acte-là. En fait, notarier ce contrat-là. C'est ça. Se dire, si on divorce, exactement, on fera ça. Si on divorce, on fera ça.
Parce que forcément, si on arrive au moment du divorce, je parle de généralité et pas des couples qui divorcent en restant amis, ça existe. Je parle des couples qui divorcent en étant très fâchés l'un contre l'autre et qui deviennent des ennemis, qui vont chercher par tout moyen à piquer l'autre, à faire l'autre perdre, à faire l'autre tomber. Donc, il faut en parler. Ah, mais si on divorce, comment on va faire? Cette maison-là, s'il y a maison, on fait quoi avec elle? Voilà, la niche du chien, le chat, la tortue. Exactement. Il faut se poser cette question-là. Exactement. Et il est bon aussi de savoir que même lorsqu'on s'est marié sous le régime de la communauté des biens au départ, il est possible, en cours de mariage, sans pour cela qu'il y ait divorce, de procéder à un changement de contrat. Alors, ça se fait bien évidemment moyennant finance, ce n'est pas une action gratuite. Il y a une démarche derrière qui peut être, enfin, qui se fait avec le notaire. Mais, et puis, il y a des avocats spécialisés aussi pour la question des droits des couples. Mais sachez que même si vous êtes marié sous le régime de la communauté, il n'est pas trop tard pour réviser votre approche. Effectivement, ça peut apparaître suite à un problème, un litige, ou une crainte. C'est-à-dire que j'ai tellement peur, je reviens sur la question de l'entreprise, je veux créer tel ou tel concept, mais je voudrais qu'il m'appartienne à moi et pas qu'il rentre dans les biens de la communauté. Je voudrais... Parce que c'est important aussi de rappeler que toutes les personnes qui se marient ne se marient pas nécessairement par conviction religieuse. Même les personnes qui se marient à l'église, qui ont suivi la préparation au mariage avec l'église, ne le font pas forcément par conviction religieuse. Ça peut être par habitude, etc. Et donc, il faut s'octroyer le droit, même lorsque le mariage est passé, de corriger certains aspects du mariage. Et il est possible de passer un régime sous contrat, même si le jour J, on s'est marié, sous le régime de la communauté. C'est ça. Voilà. Donc, on espère que vous avez pu noter, retenir... On fait un petit récapitulatif. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les 10 points explorés selon Méli-Mélo. La démarche personnelle. Voilà. Donc, se poser la question. Voilà. Pourquoi je me marie? Donc, on se demande à soi. Ensuite, on se demande quel changement et quel impact que ça aura sur nos vies. Voilà, c'est ça. Ensuite, le désir d'enfant, le nombre, à quel moment. Quelle éducation pour ces mêmes enfants? Cours, pas cours. Quelle philosophie de vie? École privée, pas privée, religieuse, pas religieuse. Est-ce que c'est maman ou papa qui s'occupe des activités scolaires? Voilà. Exactement. Ensuite, les risques psychosociaux et médicaux. Voilà. Risques de maladie. Voilà, risques anémie, voilà, et puis cancer, même etc. d'épanouissement aussi. C'est-à-dire que les rituels que ta famille met en place là, moi, ça me fait peur et je n'ai pas envie d'y participer. Exactement. Je n'ai pas envie tous les week-ends de faire ci ou de faire ça. Histoire qu'on met un lézard dans une bouteille de pipi pour faire boire pour l'asthme, non. Voilà. C'est dans du lait. Ah bon? Oui, voilà. C'est jaune, hein? Un lézard qui aurait bouilli dans du lait. Bref. Je préfère avoir l'asthme. Ensuite, les finances, ça c'est le point chaud. Voilà. Parce que c'est très tabou. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. On ne peut plus faire semblant de ne pas savoir que les finances sont là avec nous. Elles nous collent à la peau. Elles organisent un peu tout. Voilà. Alors, je veux faire quand même une petite parenthèse sur les finances. Au Canada, les couples, ça ne gêne pas de parler finances. Hein. Okay. Ils sont vraiment en mode, t'as payé 10 € ce matin, vas-y, je paye 10 € cet après-midi. Non, non, non. Souviens-toi, j'avais payé 20 € la dernière fois, donc là, c'est toi. Exactement. Là, ça pose pas de problème, c'est dans la culture, c'est logique. Et je pense que ça va tendre aussi à se développer. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des conseillers, des banquiers, qui parlaient justement de cette histoire de compte commun en disant que, en justement soulignant les risques pour l'entente, donc les risques psychosociaux, je veux dire, pour l'entente des deux personnes qui se mettent en commun. En disant, attention, ça peut être intéressant pour vous de mettre en place un compte commun, mais il y a telle contrainte. Donc, d'informer les personnes qui s'engagent dans cette démarche sur les risques qu'ils encourent en termes d'entente. C'est ça. Voilà. Ensuite, quel changement attend mon partenaire vis-à-vis de moi et suite à ce mariage? C'est ça. Parce qu'on a les changements que nous, on attend, mais mon partenaire, il attend
quoi comme changement? Est-ce que ça rentre dans mon cadre? Exactement. Sacrifice ou concession, qu'est-ce que c'est pour moi? Voilà, donc la mobilité en termes de voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut voyager ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut accepter que je travaille ailleurs et que la personne me suit ou pas? Ou est-ce qu'elle peut partir et moi je reste? Et je vais plus loin. Il y a des familles qui sont assez, je dirais, sectaires, sans connotation négative, mais des familles qui auront tendance à, ou sur un même terrain familial, on aura le frère qui est à la maison, la sœur par là, etc., où ils apprécient de vivre regroupés et ils s'organisent même pour laisser la place aux nouveaux mariés pour le tiens, voici un petit morceau, tu vas te mettre par là. Et puis il y a des personnes qui, par souci de mobilité, de discrétion ou autre, choisissent d'aller vivre à Sainte-Anne, même si nos deux familles sont de Saint-Joseph. C'est ça. Comment l'un ou l'autre va accepter le fait qu'on soit aussi éloigné, surtout si l'un ou l'autre a pris l'habitude depuis 20 ans de vivre au cœur de sa famille nombreuse. La mobilité peut inclure aussi cette partie-là. Bien sûr. Et enfin, quelle vision ai-je du divorce? Comment on s'organise si divorce il y a? C'est ça. C'est ça. Alors du coup, on vous propose d'enchaîner tout de suite avec les questions. Vous avez vu, c'est un thème très complet qui nécessite, et là on ne vous a pas tout dit, donc qui nécessite vraiment d'explorer plusieurs champs. Vous avez compris, en tout cas pour cette première partie, que la préparation au mariage, notamment laïque, donc ça veut dire qu'il n'est pas teinté d'une connotation religieuse ou culturelle, est nécessaire. On va même l'appeler, pour la préparation mariage méli-mélo, une préparation thérapeutique, de développement personnel et de connaissance de soi vis-à-vis d'un projet d'une si grande envergure qu'est le mariage. C'est ça. On passe aux questions. Oui. On attaque. Vous avez été réactifs. Bon, on ne sait pas si on aura le temps de tout traiter. On espère, on fera de notre mieux. Oui. Mais il ne faudra pas non plus que l'on bâcle les points importants. C'est ça. Donc, comme on le rappelle, donc vous pouvez poser vos questions sur la page melimelo.fwi. En fait, nous mettons les thèmes et sur nos pages respectives aussi. C'est ça. Donc, nous mettons les thèmes et nous vous mettons une petite boîte à questions où vous posez vos questions ou vous mettez vos réactions et nous, on réagit dans l'émission. C'est ça. En sachant que vous avez la possibilité de le faire de manière anonyme ou pas. Donc, soyez vraiment très à l'aise. Si vous souhaitez que ce soit anonyme, vous nous dites juste « je veux rester anonyme » et nous, on dira anonyme à l'antenne, même si nous, on a connaissance de votre pseudo, mais on dira anonyme. Donc, soyez rassurés. Donc, nous avons JL Conseil, salut Julie, qui nous dit « Le mot obligatoire est peut-être mal choisi. Je dirais plus indispensable. Le mariage est un sacrement censé être éternel. Être sûr de la personne avec qui nous allons passer le reste de notre vie n'est pas une affaire à prendre à la légère. C'est choisir la femme qui portera tes enfants, l'homme qui prendra soin de son foyer contre vents et marées. C'est s'assurer d'être individuellement et mutuellement prêts à tout surmonter, surpasser ensemble. C'est le moment où tu t'assures de connaître ta vision de la vie, mais aussi la sienne, mais surtout valider ou non le fait qu'elle soit compatible. Il en est de même pour les valeurs et les principes. Si cette préparation est chrétienne, je suis sûre qu'elle est meilleure car elle s'effectue sous la couverture du Saint-Esprit. Cela passe donc par l'assurance que chacun ait fait la rencontre avec Dieu et désire marcher dans ses pas afin que ses plans s'opèrent au sein du foyer avec foi, amour, partage, ténacité, persévérance et fidélité. Est-ce que je peux réagir? Oui. Alors, très beau message, je dirais, avec une plume teintée d'argumentation. Par contre, je veux tout de suite dire attention. Là, j'entends une personne qui croit en Dieu et je trouve ça génial. Mais attention. En tout cas, par rapport à ce thème-là, il est important de considérer qu'on fait la différence entre la préparation au mariage religieux avec les valeurs religieuses et la préparation individuelle. Et je ne cesserai de le répéter, chrétien, mais pas chrétien. Pour tous ceux qui croient en Dieu, n'oubliez pas que Dieu vous donne le don du discernement et vous invite à réfléchir de manière objective, sans tenir compte de vos croyances et de votre amour pour Dieu.
Je dis ça, c'est pas pour contredire ce que JL Conseil dit, mais je dis ça par rapport à certains superlatifs qu'elle utilise qui, moi, à mon avis, font peur. Quand elle dit « prêt à tout », non, pas du tout. On n'a pas à être prêt à tout parce qu'on est marié. Si ce que votre mari ou votre femme va au-delà de vos valeurs et de votre éthique personnelle, si ce que votre mari ou votre femme s'impose à vous comme une démarche sacrificielle, je ne crois pas qu'il faille être prêt à tout. Donc je dis attention. Voilà. Et non, le mariage, sacrement éternel, oui, dans le cadre de la religion, mais le mariage dans sa globalité n'a pas d'obligation à être éternel. On le rappelle, il faut aussi réfléchir à la question du divorce. Pas réfléchir à devoir divorcer, mais réfléchir à l'éventualité qu'un divorce puisse être, attention, je le dis, une solution dans certains cas. C'est mon avis. Et de façon objective, bien sûr. C'est ça. Pas en mode, bon, on répond à ça là, mais on va jamais se quitter. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut vraiment... se dire que si ça arrive. Mais bien sûr, je réponds. Je pense effectivement que la préparation au mariage est indispensable. Oui. La préparation au mariage est indispensable avant de s'engager dans une vie à deux avec cet élément nouveau, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, on est mariés, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? C'est ça. Maintenant, avec la foi de chacun, c'est vrai, ceux qui sont chrétiens font la préparation chrétienne. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Un chrétien peut faire la préparation au mariage religieuse, mais aussi faire une préparation laïque, où on va parler des 10 points. En complément, voilà. Exactement, des 10 points dont on a parlé tout à l'heure. Ce ne sera pas en opposition. Et c'est vrai aussi que si vous êtes chrétien, profitez, faites la préparation au mariage chrétien aussi, puisque si vous faites cette démarche-là dans le cadre de votre chrétienté, il est important que vous soyez en accord sur votre perception de la religion et des valeurs et des exigences que la religion formule à votre égard. Donc oui. Et puis, on n'est pas dans soit la préparation chrétienne, soit la préparation laïque. Exactement. C'est pas en opposition, en fait. C'est pas une opposition. On n'est pas en train de dire, bon, préparation chrétienne, ça sert à rien. On est en train de dire que la préparation chrétienne, comme son nom l'indique, est basée sur des principes bibliques et chrétiens. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui s'accordent le droit de penser que la Bible est un livre de philosophie. Et donc, au-delà des apprentissages liés à la religion, il y a vraiment des philosophies de vie qui sont proposées. Et donc, on n'est pas obligé d'être chrétien pour pouvoir s'inspirer de la Bible pour se faire des leçons de vie, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, ensuite, on a Myrtille qui nous dit « Nos ancêtres ne faisaient pas de préparation au mariage, alors si deux personnes s'aiment, pourquoi se préparer au mariage? Le mariage, ce n'est que l'accomplissement d'une relation, rien ne change. » Eh bien, justement, c'est exactement la mentalité que nous retrouvons dans nos consultations. Jusqu'à la désillusion. Tant mieux si ça se passe bien. Oui. On n'est pas venu ici dire que le mariage, c'est nul, ça va se casser, c'est chiant. C'est pas du tout ça. On est en train de dire qu'il y a des problématiques communes à la majorité des mariages. Il y en a où ça passe, il y en a d'autres où ça casse. Et donc, pour éviter ces problématiques-là, il y a des questions sur lesquelles on ne se penche pas. C'est ça. Sur lesquelles il faudrait se pencher un peu plus. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même pour garantir une plus belle réussite du projet de mariage. C'est ça. Donc, nos ancêtres ne faisaient pas de préparation au mariage. C'est ce que vous croyez. Nos ancêtres faisaient bien une préparation au mariage. Il y avait des rituels où les jeunes femmes parlaient, donc ça aussi c'est un rituel, parlaient avec les grands-mères, les arrière-grands-mères, avec les arrière-arrière-grands-mères, avec les tantes. Conseils, etc. Voilà, même si on sait très bien que c'est pas forcément la bonne solution, puisque il y a une transmission de trauma qui se fait, même s'il y a de bons points, mais il y a aussi la transmission du faut que ça repasse, faut que ça fait manger, faut que ça fait manger à comme ça. Tu n'as pas le droit de lui refuser un rapport sexuel si tu ne veux pas qu'il aille voir ailleurs. Voilà. Des choses comme ça. Donc oui, il y avait quand même une préparation au mariage, mais sauf que
bien heureusement, on évolue. On apprend à connaître ce qu'est le consentement. Nos ancêtres, la femme ne travaillait pas comme maintenant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les femmes qui travaillaient étaient vues comme elles n'avaient pas de responsabilité. Des morceaux-femmes. Voilà. Des femmes-noms. Voilà. Nos ancêtres... Et puis, il n'y avait pas le droit de vote, par exemple, pour la femme. Donc, elle n'avait pas les mêmes préoccupations sociales et politiques, en fait. Voilà, et je parle ici, renseignez-vous bien, nos ancêtres, comme Myrtille dit, certes, les femmes ne travaillaient pas, les hommes partaient au travail, et si c'est 2 personnes noires dans le couple, il y avait des enfants chabins qui se glissaient dans les 14. Donc, comme il y a moins ça aujourd'hui, c'est parce que l'homme et la femme travaillent. Donc, mon ninis avait moins le temps de glisser des couleurs différentes dans ses enfants-là maintenant. De mixer. De faire des trucs mixtes. La mixité sociale au sein de son foyer. Donc, je fais quand même ce petit commentaire. Je trouve que dire... Nos ancêtres ne faisaient pas, même si je suis pour la reconnexion ancestrale, nos ancêtres ne faisaient pas, je trouve que c'est pas... On ne peut pas dire ça là comme ça, en fait. C'est ça. Alors, on embraye avec Roro, oui, qui nous dit « 2 mariages, 2 préparations chrétiennes, 2 divorces. La préparation au mariage ne prépare pas aux vrais problèmes de couple. J'ai pris la leçon. » J'entends du vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, et c'est l'occasion pour nous de préciser la démarche, on n'est pas en train de dire que la préparation au mariage laïque comme celle que nous on vous propose, thérapeutique comme celle qu'on vous propose, va vous garantir un mariage parfait, une réussite totale. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas garant de l'évolution de chacun, des perceptions qui vont changer, etc. Et puis des pressions que la société va nous imposer. Comme on l'a vu avec le Covid, il y a eu des bouleversements familiaux très importants à cause de l'épisode de Covid. Donc, on n'est pas en train de dire que la préparation est une panacée. Par contre, on dit juste que la préparation permet de gérer différemment. Et puis, malheureusement, je n'aurai pas la réponse de Roro, mais j'ai envie de lui dire, comment as-tu préparé ce mariage-là? Est-ce que tu l'as préparé de manière classique, de manière automatique, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il y a réunion, telle date, et on y va en répondant oui à toutes les questions qu'on nous pose sans vraiment s'investir, ou est-ce qu'il y a vraiment eu un travail d'introspection? Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Donc, c'est pour cette question à retenir que ce n'est ni une panacée, ni une solution absolue, mais il n'en demeure qu'elle a sa place. Et puis, la qualité de la préparation joue aussi dans la réussite du mariage. C'est ça. Donc, on a Maryse. C'est en préparant mon mariage que j'ai découvert le vrai visage de mon mari. Le problème est qu'aller dire aux prêtres, à mes parents, à mes amis que je ne voulais plus me marier avec ce type-là était trop difficile. J'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque qui m'a dit que j'étais juste stressée. Mais je voyais bien que même si j'aimais celui qui allait devenir mon mari, il avait des attitudes que je trouvais vraiment inacceptables. Bref, j'ai cédé à la pression, je me suis mariée et cela a été la plus grande erreur de ma vie. Ouais. Eh bien, voilà, c'est effectivement ça. Pourquoi je me marie? Est-ce que je veux toujours me marier? Est-ce que je veux vraiment me marier? Est-ce que je pourrais accepter ce comportement-là toute ma vie? Donc voilà, les questions à se poser. Maryse en est la preuve avec son témoignage. C'est ça. Alors, on va quand même, on ne pourra pas tout traiter malheureusement, mais on va quand même, il y a une question qui m'a beaucoup plu. Enfin, en tout cas, c'est un témoignage et je pense que c'est intéressant de le partager avec vous. C'est le témoignage de Benji Bonjo. OK. Qui dit « Mon témoignage est un peu particulier. Ma femme et moi, nous nous sommes mariés 2 fois. Un premier mariage totalement foiré à cause de divergences auxquelles nous n'avions pas été préparés. Nous avons divorcé. Nous sommes restés 2 ans séparés à ne plus s'adresser la parole. » Donc, c'était vraiment chaud. « Nous nous sommes retrouvés et avons voulu faire les choses bien. Nous avons contacté un thérapeute de couple qui proposait des préparations laïques, c'est-à-dire sans connotation religieuse ni sous aucune forme de régime, une sorte de développement personnel en couple. Nous sommes pourtant tous les 2 de foi évangélique, mais cela nous a sauvés.
Nous prenons les problèmes sous un autre angle et nous savons précisément aujourd'hui ce que nous souhaitons dans cette relation. Eh bien, franchement, c'est un beau témoignage parce que en plus, il est 2 fois évangélique. Enfin, moi, c'est ce que je retiens en premier Voilà. parce que quand on dit préparation laïque, on a souvent l'impression que c'est en opposition à la Voilà. préparation chrétienne, alors que pas du tout. C'est pas une opposition, c'est pas un truc où on va démentir Exactement. la préparation chrétienne. On va surtout parler de sujets pragmatiques, de ça. sujets dans la relation, de sujets réels, de sujets sans empreinte biblique, justement. Exactement. Et je dirais même que ce sont des sujets qui vont concerner surtout l'engagement, le grand engagement, pas réellement le mariage, le grand engagement. Alors, chaque fois c'est la même chose, hein. Le sujet est trop passionnant, donc on est obligé d'écouter, sinon on va se faire taper sur les doigts. Non, on est vraiment obligé, le temps passe, il file. On va vous proposer alors les bons plans par rapport à cette thématique. Et puis on vous invite, hein, rejoignez-nous sur notre page Instagram. On vous donnera la lecture des autres questions sur la page. et nos réponses. On essaiera de vous faire quelque chose de sympa, une story sympa, pour que vous puissiez avoir un peu vent des autres questions et que vous puissiez voir jusqu'où on peut développer le sujet. C'est Donc, ça. on attaque tout de suite les bons plans parce qu'on va devoir arrêter. Alors, bon plan numéro 1. Alors, la page Instagram Gloria la vie. Donc, c'est une Martiniquaise qui parle du mariage laïque, C'est justement, de la Voilà. préparation laïque, du mariage laïque. C'est Et ça. donc, vous avez plein de petites bulles, plein de petits articles avec les informations et c'est bien expliqué, c'est bien complet et vous pourrez mieux comprendre pourquoi la préparation laïque et le mariage laïque. C'est ça. Et puis, le deuxième bon plan. Alors, le deuxième bon plan, c'est tout simplement nous. On vous propose, Ama et moi, de vous accompagner dans vos réflexions en préparation au mariage. Donc, vous avez nos coordonnées sur le compte Instagram. Vous pouvez nous contacter et nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra pour pouvoir vous accompagner dans ce développement personnel, dans cette préparation, en vous aidant à vous poser les bonnes questions. On n'a pas toutes les solutions, mais on pourra vous orienter vers les questions importantes pour vous et surtout sur les bonnes postures à avoir pour essayer de faire en sorte que votre mariage soit une réussite. Alors, on arrive au terme de notre émission. Mais on vous met le reste des questions sur la page. Voilà, donc soyez connectés, abonnez-vous. C'est important pour nous, ça nous soutient et puis ça nous aide à continuer à vous proposer des choses intéressantes et puis à monter en qualité. C'est ça. Donc, on vous fera un petit quelque chose pour la page Instagram par rapport à cette émission et puis on espère que vos retours seront nombreux. Eh bien, on vous fait de gros bisous. De gros bisous. Et on vous souhaite de l'amour. Pour ceux qui sont en train de se préparer au mariage, on vous dit de continuer, mais de vous poser les bonnes questions, d'inclure dans votre budget. Vous savez, on a un budget pour le repas, la sono et ceci. Incluez une petite partie budget thérapie. On va pouvoir discuter des moments, des cercles d'hommes, des cercles de femmes pour pouvoir s'inspirer un peu comme ce que les ancêtres faisaient, les fameux cercles, pour pouvoir vous préparer et rentrer dans la meilleure ouverture d'esprit, les meilleures dispositions possibles pour que votre mariage soit une réussite. Donc, on vous dit à très bientôt. D'accord? Beaucoup d'amour pour les amoureux, beaucoup d'amour pour les futurs mariés, beaucoup d'amour pour ceux qui sont déjà mariés, beaucoup d'amour pour tout le monde. Et à bientôt!